Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, qu'elle se dirige progressivement vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir encore, l'humanité n'en a pas encore pris conscience, une sorte de paradis pour nos futurs descendants. Un monde unifié, fraternel, bienveillant et en paix avec le reste de l'écosystème, donc qui n'a plus aucun impact négatif sur la planète, et qui a résolu ses problèmes pathologiques, ses problèmes psychologiques, ses problèmes de société, etc., qui a mis en commun tout ce que cette planète offre de paradisiaque pour vivre, pour que l'humanité vive dans une sorte de paradis. Le paradis, ce n'est pas d'où nous venons, c'est où nous allons. Nous venons d'une forme de paradis lorsque nous étions des primates naturels, mais dont on ignorait tout, et soumis aux caprices du climat, soumis au système dominant-dominé, soumis aux prédateurs. Voilà, contraint dans un lieu, alors que la planète, la Terre, elle est vaste, et puis voilà, on a évolué d'une autre manière. Alors c'était une forme de paradis, mais qui n'était pas parfait, entre guillemets. Et donc nous construisons un paradis véritablement parfait pour nos futurs descendants. Voilà. Alors, je vais reprendre l'écoute de Saint-Simon dans l'émission Avec Philosophie de France Culture. Et justement, ce monde idéal, Saint-Simon l'avait à mon sens, imaginé déjà. Toute une grande partie de la philosophie et des penseurs du 19e siècle avaient une confiance dans le progrès, dans l'évolution de l'humanité, et donc pensaient que cette évolution pouvait mener vers quelque chose d'idéal, vers un idéal. Et ils avaient raison, sauf que ils avaient leurs idéaux correspondaient à, il y a 200 ans en arrière. Donc c'était une autre forme d'idéal pour Saint-Simon, c'était le travail, c'était une organisation sociale particulière, etc. Aujourd'hui, on a créé l'ONU, l'UNESCO, on est conscient qu'on peut fonctionner universellement et qu'on a toutes les structures pour ça. Donc on a notre état d'esprit, le niveau de conscience est différent. Hein. Et voilà. Alors, mais on va écouter c'est la 3e vidéo sur Saint-Simon. Donc je lance, je pratique comme ça, et puis éventuellement je commente. Compris. Alors, Parce que nous sommes dans une période de crise oui, énorme. Nous allons continuer sur cette veine, bien sûr. Dans les années 1800, Saint-Simon donc est en France. Il assiste à des cours à l'École royale du génie de Mézières. Il rencontre des scientifiques. Il est très bon en sciences. Il travaille beaucoup. Et dans ses manuscrits des textes sur les sciences de 1807-1808, ce que l'on voit, c'est une toute nouvelle définition du philosophe. On écoute. Alors ça, c'est très intéressant. Et effectivement, il a vécu, là il revenait en France, mais il est parti aider la Révolution américaine pour se libérer de l'oppression, en somme, anglaise. Et
Donc comme ça correspond un peu aux philosophes qui sont partis aider la révolution en Espagne, etc. Voilà, à chaque moment de l'histoire, il y a des penseurs, des résistants, des gens engagés, des politiques qui se rangent du côté du sens de l'histoire. Et puis, il y a ceux qui se rangent du côté de la réaction. C'est ces deux forces qui font que le progrès se fait. Il se réalise aussi parce qu'il y a cette lutte entre réactionnaires et progressistes. Et on pourrait dire que c'était un progressiste, même si ce n'était pas un révolutionnaire. Il résulte de la nature des choses que pour faire des découvertes en philosophie, il faut 1. Mener dans la vigueur de l'âge la vie la plus originale et la plus active. 2. Prendre connaissance de toutes les théories scientifiques, particulièrement des théories astronomiques et physiologiques. 3. Parcourir toutes les classes de la société, se placer personnellement dans le plus grand nombre de positions sociales différentes, et même créer, pour les autres et pour soi, des relations qui n'aient point existé. 4. Employer sa vieillesse à résumer ses observations sur les effets qui sont résultés de ses expériences, tant pour les autres que pour soi, et lier ces observations de manière que cela forme une théorie philosophique neuve. Eh bien, je pense que c'est le chemin que j'ai intuitivement pris, même si on peut parler d'une philosophie naïve dans le sens de la mécanique universelle, mais c'est ça, ce pinaillement de la jeunesse, cette incompréhension de ce que je vivais, ces tentatives d'essayer de comprendre ce qui se passait, et puis les diverses expériences que j'ai faites, elles ont servi et elles servent à enrichir la mécanique universelle. Et je me rends compte que j'aurais pas pu, si je l'avais écrit quand j'avais 20 ans ou 25 ans ou 30 ans ou 40 ans, j'étais trop révolté, j'étais trop injuste pour ça aurait été une philosophie trop agressive d'une certaine façon et imbuvable. Donc il a fallu vraiment, tout s'est organisé de façon à ce que ça puisse être paisible, comme je pense que c'est devenu la mécanique universelle. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Margherita Pugnaletto, nous parlons ce matin, nous parlons de Saint-Simon du 19e siècle, nous venons d'entendre un extrait de ces manuscrits des textes sur les sciences de 1807-1808 qui redéfinissent le philosophe dans un contact permanent avec les sciences. Je suis aussi en compagnie de Pierre Musso et de Michel Riot-Sarcey, qui sont d'éminents spécialistes de l'œuvre de Saint-Simon, à laquelle nous consacrons une série cette semaine. Margherita Pugnaletto, le philosophe doit-il apprendre, notamment après la Révolution française, après cet énorme tumulte politique qui a à la fois un côté inachevé et un évident côté violent, le philosophe doit-il apprendre quelles sont les logiques du social? C'est un terme un peu anachronique, on parlera comme ça plus tard, mais est-ce que ce n'est pas finalement Saint-Simon qui nous l'a inventé, cette manière de faire, de penser la société dans son fonctionnement? Si on veut parler d'un moment saint-simonien, donc de contextualiser Saint-Simon par rapport à ses prédécesseurs et ceux qui viendront après lui, la pointe de rupture que Saint-Simon représente par rapport, par exemple, à l'héritage théorique libéral et qui informe initialement la structuration de sa pensée, en fait, Saint-Simon rejette l'idée selon laquelle la société pourrait être expliquée à partir d'un point de vue individualiste. Et donc, il affirme que les structures collectives possèdent leur propre dynamique qui doit être étudiée et qu'il convient d'y analyser à partir des interactions systématiques et des lois historiques qui les gouvernent. Et donc,
il se place de point de retour à partir de l'héritage théorique libéral, mais aussi dans l'étude de la science de la société et de son apport à la philosophie, en se situant entre la théorie du progrès de Condorcet, dont on parlait tout à l'heure, et aussi le positivisme de Comte, qui était son secrétaire. Donc, marquant ainsi les passages d'une vision centrée sur l'État à une vision qui est plutôt centrée sur la question économique en principe organisateur, donc rechercher les liens dans la société, en montrant qu'il fonde sa réflexion non sur l'État ou la domination, mais plutôt sur la société, qui est envisagée comme une pratique collective orientée vers de nouvelles formes d'organisation sociale, qui est aussi porteuse d'une historicité propre qui peut être étudiée. Et donc, pour réaliser son projet, ou réaliser plutôt les projets de Condorcet, pour Saint-Simon, il faut aussi s'appuyer sur les physiologistes. Évidemment, il étudie Condorcet, mais aussi Bichat, Vic Dazir, Cabanis. Mais pas en se concentrant sur les détails de leur doctrine, mais plutôt sur les caractères globaux de leur approche. Donc, en étudiant la solidarité entre les organes dans une organisation. Et donc, c'est exactement là qu'on peut retrouver aussi l'innovation de Saint-Simon par rapport au débat, en son débat contemporain. Si Condorcet inscrit l'organisation de la société dans une trajectoire linéaire, Saint-Simon ouvre la voie à l'extension du savoir scientifique aux phénomènes sociaux pour produire un changement du régime social, un changement institutionnel sur la base des dynamiques productives et du travail, donc, comme on disait. Alors, c'est un homme de revue aussi, Saint-Simon, de périodique qu'il a fondé ou cofondé, ou en tout cas, il a beaucoup écrit de cette façon. Il y a eu les cahiers de l'industrie autour des années 1816-17, il y a eu aussi le politique, et il y a eu l'organisateur qui accueillera sa fameuse parabole dans laquelle il dit que si étaient éliminés 50 artisans, 3000, oui, mais après il prend, etc. Voilà, il fait une liste. Je vous écoute. Dites-la, Pierre Simus. Soit on supprime 3000 dirigeants, 3000 industriels. C'est les artistes, les savants et les industriels, c'est-à-dire les producteurs. Ça, ce serait une catastrophe parce que toute la société s'effondrerait. En revanche, si on supprimait 10 fois plus, c'est-à-dire 30 000 dirigeants de la société, c'est-à-dire la famille royale, les fonctionnaires, les nobles, les prêtres, etc. L'armée, ce serait effectivement très regrettable humainement, mais ça n'aurait aucune conséquence sur l'âme de la nation. Ça va le conduire en cour d'assises, parce qu'offense à la famille royale, cour d'assises en mars 1820, et donc il sera acquitté. Il a des amis, c'est ça, qui l'aident un peu à... Parce que c'est un texte extraordinairement écrit, où il fait le décompte de tous ceux qui pourraient mourir. Et il met le duc de Berry qui est assassiné justement par Louvel en février. Bon, enfin, c'est pas lui qui l'a tué, ça, on le voit quand même à l'époque. Mais les ultras qui sont aux affaires disent qu'il a armé finalement ou inspiré le bras de Louvel, qui a assassiné donc le duc de Berry. Mais au-delà de ça, je voulais... En fait, il était très difficile d'être contestataire, de contester le pouvoir établi au XIXe siècle. Et c'est la même chose aujourd'hui, on se rend compte, les moyens sont plus les mêmes, on va peut-être pas forcément en prison, bien que on voit que les manifestants, maintenant, on sort même des règles qui étaient établies jusqu'à présent sur le droit de manifester, etc. Donc on sent que les États en Occident sont devenus extrêmement fragiles parce qu'ils sont contestés, parce que ils tiennent grâce au système pyramidal et au fait qu'ils ont derrière eux toute la structure policière, mais sinon ils sont extrêmement contestés, et donc ils sont obligés d'une certaine façon de durcir la répression pour pouvoir tenir, et plus ils sont fragilisés devant le peuple, et plus la répression est forte en réalité. Et ben là c'est pareil, la moindre chose qui était dite contre le régime a été
directement, il se sentait menacé et un dominant qui se sent menacé dans son système devient dangereux, extrêmement dangereux. Revenir sur la vie de Saint-Simon, je crois que c'est très important de comprendre que c'est un homme d'action, d'abord. Il a été officier, vous l'avez dit, pendant la guerre d'indépendance. Incroyable. Oui, il est un des courageux, héros le gars. de la guerre d'indépendance. Américaine. Oui, américaine. Il a plusieurs médailles, Cincinnatus et compagnie, et il est blessé 3 fois. Donc, c'est un homme d'action. Ensuite, il se lance dans les entreprises, dans les affaires, les spéculations, le commerce, etc. C'est un homme d'action. Il chante. Oui, c'est clair que voilà, il crée des journaux, il est efficace, quoi. Il est aussi dans l'efficacité, il est dans la pensée, dans le fait de vouloir faire évoluer la conscience, donc écrire, faire voilà, un travail intellectuel, mais il a aussi ce côté pratique où il veut réaliser les choses. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, son esprit critique du système. Voilà, quand il dit que les oisifs, entre guillemets, ceux qu'il considère comme les oisifs, c'est-à-dire les héritiers, quoi, en somme, ceux qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre et bien vivre, et même l'État quand il se laisse porter par le système, etc. Ça, c'était contesté, et aujourd'hui, il y a des penseurs qui disent la même chose, et je pense la même chose. C'est clair que l'État pourrait, le système politique pourrait s'arrêter de travailler pendant 6 mois, ça mettrait un petit chaos, mais sans plus. Mais par contre, si les gens qui s'occupent de ramasser les poubelles, de réparer les trucs électriques, d'organiser la vie, les ouvriers qui travaillent, le peuple qui travaille à organiser l'école, etc., etc., les hôpitaux, s'ils arrêtaient pendant 6 mois, ça serait un chaos indescriptible. Donc, et pour l'instant, c'est vraiment étonnant. Ceux qui sont ultra payés, par exemple les animateurs de télé, les journalistes, les trucs qui gagnent des 30, 40, 100 000 euros par mois, alors que leur travail pourrait s'arrêter sans qu'on s'en rende compte. D'ailleurs, quand ils disparaissent, on s'en rend pas compte. Quand ils arrêtent une émission, la vie continue. Et ils gagnent 100 fois le salaire de 100 ouvriers. C'est complètement aberrant. Et c'est eux-mêmes qui organisent la valeur que leur vie vaut et celle des autres vaut. C'est les dominants qui décident qu'un ouvrier doit gagner ça et qu'un patron doit gagner ça. C'est complet. Les ouvriers n'ont même pas leur mot à dire là-dedans. Donc c'est antidémocratique à bloc. On change constamment d'identité. Par exemple, pendant la Révolution, il se fait appeler Monsieur Bonhomme. Oui. Et j'ai d'ailleurs publié récemment dans sa correspondance un inédit signé Bonhomme. Il se fait appeler Rouvroy. Donc il change constamment d'identité, il abandonne ses titres de noblesse. Donc il a multiples visages, multiples facettes du personnage. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre que dans son œuvre, elle n'est pas centrée sur une question seulement, la fin de la Révolution. Et donc, il ne faut pas tirer tel ou tel texte, ce qu'ont fait tous les interprètes, pour tirer la couverture sur leur interprétation. Et comme on ne connaissait pas tous les textes, on ne voyait pas l'unité et la cohérence de l'œuvre. Ce que lui reproche Gouillet, c'est qu'il n'y a pas d'unité. Tout ça, c'est des textes épars, c'est inachevé. Donc chacun tire ce qu'il veut. En fait, il y a 3 moments dans son œuvre très importants de comprendre ça. Il se déplace, il fait des ruptures.
Le premier moment, c'est la philosophie des sciences de 1802 à 1813 avec le mémoire sur la science de l'homme. Le mémoire sur la science de l'homme, c'est le grand projet des idéologues. Et au départ de Condorcet et Cabanis. Il a une différence fondamentale avec Condorcet, dont il admire l'esquisse, c'est qu'il ne veut pas d'interprétation mathématique ou algébrique, dit-il, de la société. Il veut une interprétation physiologique, c'est-à-dire toute sa pensée des sciences. Pour comprendre la société, il faut s'appuyer sur la physiologie, il faut s'appuyer sur Cabanis et s'appuyer sur Lamarck et sur Vicq d'Azir et sur Bichat. Il écrit ça en long, en large et en travers. La société est comme un organisme vivant, un grand être, une personne même. Et il institue la société comme grand acteur de l'histoire. C'est ça sa grande innovation. C'est de faire de la société, pas simplement de la société industrielle, une capacité d'auto-organisation et d'auto-institution à travers sa propre histoire. Le deuxième... Et je pense que Hegel, s'il l'a lu, lui doit beaucoup en fait. Cette vision spatiale, c'est la vision qu'a Hegel aussi. C'est la vision qu'auront Marx, etc. derrière. Et puis tous les Auguste Comte et tout ce qui découle de Saint-Simon. Et donc il y a Condorcet avant. Il faut aussi voir dans cette généalogie. Quoi qu'il arrive, tout découle de quelque chose d'antérieur. Il n'y a pas de rupture en réalité. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il est providentiel parce que son travail va devenir va servir un peu de guide à un certain moment pour l'humanité. Mais on peut dire que c'est la philosophie tout entière qui est derrière lui et voilà. Un moment de son œuvre, il fait rupture avec la Restauration, c'est la partie politique et industrielle, celle qu'on évoquait par exemple. Et là, il dit quoi? Crise de l'État, liquidation du gouvernement, vive l'industrie et les industriels, d'où la parabole, la querelle des abeilles et des frelons, les oisifs et les producteurs. Et puis troisième période, qui vient après le procès justement de 1820, qui marque une rupture, les ultras sont aux affaires, la première restauration, disons plus ou moins libérale, est terminée, et donc là, il se met sur la question morale, d'abord philanthropique et religieuse, parce que les ultras sont aux affaires. Oui. Tous les théocrates sont même au pouvoir, ils ont des ministères. Les deux Maistres, les Bonald, les Chateaubriand, il est ministre des Affaires étrangères, etc. pendant la guerre d'Espagne. Il fait la guerre, il pilote la guerre d'Espagne. Donc Saint-Simon devient militant. Après son procès, c'est un militant industrialiste jusqu'à la fin. Et il se bat jusqu'à son dernier souffle pour lancer une revue qu'il veut appeler l'Industriel et qui deviendra le producteur en 1825, après sa mort. Mais les trois... Michel, je vous en prie. Les trois périodes dans la question, il faut comprendre que c'est pas simplement Saint-Simon qui les ponctue, il est contraint par la société. Le 19e siècle, et en particulier la première moitié du 19e siècle, est mal connu par nos contemporains, puisqu'il n'est pas toujours enseigné, et on ignore les bouleversements que représentent les révolutions, la première, l'Angleterre, ensuite, on l'a dit tout à l'heure, les luttes, la révolution américaine. On va arrêter là pour cette vidéo, on reprendra dans la prochaine. Voilà. Merci de votre écoute et puis à très bientôt. Au revoir.